Ce balado est rendu possible grâce à Marketing Intellipost de Poste Canada. Comment joindre ma clientèle à la maison? Faut-il repenser mon mix média? Comment amplifier ma publicité numérique? Le marketing pose de nouveaux défis. Pour les relever, il faut connecter, captiver et convaincre. Les solutions de publipostage de Poste Canada sont conçues pour vous aider. Découvrez pourquoi nos experts affirment que le publipostage est le canal idéal à postecanada.ca/balado-MI. Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors Mathieu, on sait que tu es à Paris. On a appris il y a quelques minutes qu'il y a eu une fusillade à Paris, un mort. Là, il n'y a rien qui nous permet actuellement, c'est certain, lorsqu'on entend fusillade et Paris dans la même phrase, on pense toujours à un acte terroriste. Il n'y a rien qui nous permet encore de dire ça, là. Non, pour l'instant, j'ai vu passer ça aussi, mais on n'en sait rien pour le détail, donc je me contenterai d'attendre les nouvelles pour savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est devant un fait divers tragique ou est-ce qu'on est devant un événement politique? J'attends de voir avant de savoir ce qu'il y en est. Tout à fait. Tu veux nous parler de cette folie du prince Philippe? Soudainement, on s'est découvert un engouement pour la personne peut-être la plus, je dirais pas la plus insignifiante, mais mettons, la plus discrète, tiens, de la famille royale. Ah, mais moi, ça m'a fasciné cette affaire-là, parce que c'était vrai au Québec, mais c'était vrai en France, pour des raisons différentes chaque fois, mais une forme d'enthousiasme étrange, comme si d'un coup, la planète médiatique au grand complet devait faire de la mort triste, il n'y a pas de doute pour Élisabeth II, mais de son époux, du prince Philippe, que ça devenait un événement de classe mondiale, qu'il fallait tous commenter, qu'il y avait une signification historique particulière. Et là, on se dit, mais bon, si c'est ça avec le prince Philippe, qu'est-ce que ça va être quand ça va être Élisabeth II? On a une espèce d'enthousiasme médiatique, un mélange de bling-bling et monarchie, un mélange de paillettes et têtes couronnées, qui fait en sorte que ce qui est un événement, comme je le dis, triste dans une vie privée, est transformé en événement mondial, et comme si le commentariat, comme si le système médiatique s'emparait de chacune de ces nouvelles-là pour les transformer en espèce de presque pour vampiriser ces nouvelles-là, comme s'ils trouvaient là l'occasion de produire du commentaire sans cesse. Moi, je regarde ça, je trouve ça, je suis un peu perplexe. Mais en plus, il y a la dimension québécoise. Alors que les Canadiens anglais, à la rigueur, à cause de leur historique avec la couronne, soient émus, passe encore, mais que le Parlement du Québec décide de descendre le drapeau, de mettre le drapeau en berne. Alors là, j'ai l'impression qu'on est devant une espèce de résidu de conscience coloniale dans un gouvernement qui se veut nationaliste. Est-ce que c'est simplement l'influence médiatique? Est-ce que c'est une forme de génuflexion inutile? J'essaie de comprendre, mais ce qui est certain, c'est que j'ai l'impression que pendant 72 heures, on a perdu la tête partout en Occident. Ben, c'est vrai que c'est assez bizarre quand même de voir le drapeau en berne au-dessus de l'Assemblée nationale, là. Ben, si ça avait été le gouvernement de Philippe Couillard, au moins j'aurais compris. Non, au moins j'aurais compris. J'aurais été triste, j'aurais été déçu, mais j'aurais compris. Mais là, c'est le gouvernement nationaliste de François Legault, le gouvernement Kaki, c'est le gouvernement qui, à ce que j'en sais, il y a plusieurs souverainistes dans cette affaire-là, ou puis à tout le moins, même ceux qui sont pas souverainistes, on suppose qu'ils sont Québec d'abord. Donc là, c'est quoi cette espèce de geste de prosternation? En plus, les condoléances du premier ministre, à ce que j'en sais, ont été adressées au peuple britannique. Donc, doit-on considérer, même pas comme si on était en tant que sujet de la couronne. Donc, doit-on comprendre qu'on va désormais mettre le drapeau en berne pour chaque souverain étranger qui va d'une manière ou de l'autre décéder, pour chaque président en exercice, pour chaque premier ministre en exercice? Ou est-ce qu'il y a un titre particulier avec la couronne? J'ai l'impression qu'il y a deux possibilités. Soit hypothèse 1, réflexe colonial, hypothèse 2, enthousiasme médiatique, mais dans les deux cas, les institutions ont pas fait leur travail. Puis je le redis, moi je ne suis pas du genre le journal Le Monde, ça n'a pas pris 12 heures après que le prince Philippe soit mort pour qu'on cherche à salir sa dépouille, à l'humilier, à l'insulter. Bon, mais c'est Le Monde, c'est leur job. Je veux dire, s'ils ne salissaient pas tout ce qu'ils touchaient, ils ne seraient plus eux-mêmes. Très bien. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler la gauche mondaine. Mais le gouvernement du Québec, me semble-t-il, ce n'est pas faire insulte au prince Philippe ou à Élisabeth II que de dire que simplement, on ne sent pas le besoin de faire du zèle à travers tout ça. Mais j'ai l'impression que quelquefois, il y a une forme de puissance médiatique qui crée une surréalité. Une espèce de réalité plus forte que la réalité elle-même. Les institutions, dans ce cas-là, ont décidé de s'y plier. Il y avait quelque chose là-dedans d'ubuesque. Je regardais ça de ma quarantaine forcée de l'autre côté de l'Atlantique, je me disais, il y a quelque chose qui tourne pas rond au Québec à travers ça. Mais au point de vue des médias, de l'importance que les médias ont accordée à ça, je pense qu'on était tellement contents de parler d'autre chose que la pandémie, mon cher Mathieu, qu'on s'est tous jetés là-dessus comme la misère sur le pauvre monde en disant, enfin, on va parler autre chose que la maudite COVID.
Ah, mais ça, je pense que tu as raison. Ça, je pense que la pandémie est dans une situation paradoxale. Ça nous oblige à parler de ça tout le temps parce que c'est notre réalité. Mais on en a assez d'être enfermés dans ce monde-là. Et là, il y a cette espèce dont on cherche d'autres sujets. On veut parler d'autres choses. Mais me semble-t-il qu'on pourrait en trouver des plus intéressants, me semble-t-il. Il y en a quand même quelques-uns qui traînent ici et là dans l'actualité sans qu'on décide de transformer en élément d'actualité nationale et mondiale le décès d'un homme probablement assurément honorable, d'une femme assurément honorable, mais avec lesquels les Québécois ne sont pas censés entretenir un rapport passionnel. Mais apparemment, il y a des femmes de la monarchie, on leur donne l'occasion, on leur donne la possibilité, ils se retrouvent à l'écran, et là, ils commencent enfin dans d'infinies subtilités des nuances de la monarchie britannique. Je dirais qu'à chacun ses perversions. Je ne suis pas monarchiste, mais je suis un grand fan de la série The Crown. Et il y a un épisode très intéressant dans The Crown. C'est Gilles Proulx qui me rappelait ça, où le prince Philippe a tenu à rencontrer les 3 astronautes qui sont allés sur la Lune, Neil Armstrong, et Collins. Et donc, quand ils sont allés à Londres, il a tenu à s'entretenir avec. Et tu sens dans cette scène-là qu'il a envie, premièrement, leur virilité, leur masculinité, parce que lui aussi, il vient de l'armée, je pense qu'il vient de l'armée de l'air, je crois, où il était marin, en tout cas, Prince Philippe. La marine, je crois. La marine, c'est ça. Et il a envie leur liberté. Lui qui a dû vivre dans l'ombre de sa femme, qui a dû se sentir un peu castré, entre guillemets, parce qu'il faut se rappeler, là, dans les années 40, dans les années 50, qu'on t'appelle quasiment Monsieur Elisabeth, c'est quelque chose. Donc, c'est un personnage quand même très intéressant. Ah, mais le personnage, qu'on se trompe pas, si on a un intérêt particulier pour la monarchie, si on s'intéresse au sort que la monarchie réserve aux êtres humains qui ont à la fois, c'est leur prison dorée. Alors c'est un privilège exceptionnel avec tout ce qui des avantages qui viennent avec ça, et au même moment c'est une existence codifiée, formalisée, corsetée au possible. Bon, c'est intéressant comme sujet de réflexion, il n'y a pas de doute là-dessus. Et moi, le sort de la monarchie dans les sociétés démocratiques, c'est intéressant, c'est un résidu de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, si j'étais britannique, je l'ai bien dit, je serais pas anti-monarchiste. Ce serait la forme de permanence à travers l'histoire du pays. Mais je ne suis pas britannique et je suis québécois. Sinon, j'aime beaucoup la France et j'aime l'Irlande. 3 patries mentales, si je m'en rajoute une religion avec l'Irlande. Dans les 3 cas, la République apparaît dans l'histoire comme une possibilité, un désir, un moment rédempteur. Bon. Alors là, je regarde ça. C'est intéressant, la monarchie comme sujet. Ce qui est embêtant, c'est quand ce que j'appelle le moment d'emballement frénétique du système médiatique presque mondial. On l'avait vu aussi au mariage de Meghan Markle et je perds son nom, son Prince Harry. Je pense que Prince Harry. Parce que là, encore, tout le monde au grand complet commentait la robe, les talons, la robe de la cousine, la robe de la sœur, comment ça moulait le corps de l'une, le corps de l'autre. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi soudainement sommes-nous tous témoins de ce mariage qui n'est pas le nôtre? Quelque chose nous échappe. Et moi, c'est ce côté irréel qui m'exaspère. Mais si on veut revenir à la réalité de la monarchie, s'intéresser à ce qu'elle veut dire, s'intéresser à son rôle dans l'histoire britannique, s'intéresser à son effet sur la psychologie de ceux qui y participent, les perversions que ça engendre, la grandeur que ça rend possible. Elisabeth II, dans le cas des Britanniques, c'est pas rien. Ça, c'est intéressant. Mais c'est pas ça qu'on nous a proposé depuis dans les 72 heures qui ont suivi. On était plutôt dans un moment d'hypnose planétaire qu'il nous soit permis devant tout cela de semer quelques points d'interrogation. Et écoute, en terminant, tu dis souvent que à force de regarder la télé américaine, on pense que nous vivons aux États-Unis alors qu'on vit au Québec, sa culture propre, son passé propre, etc. T'as vu Valérie Plante songe à désarmer la police montréalaise. Écoute, parce que comme si les policiers de Montréal utilisaient trop leur arme à feu. La police à Montréal, 99,9% des policiers n'ont jamais utilisé leur arme à feu de leur carrière, bon Dieu. Mais nous ne vivons plus au Québec mentalement, nous vivons aux États-Unis. Donc là, c'est rendu qu'on traite la police montréalaise comme s'il s'agissait de la police américaine, et plus particulièrement de la police dans les pires quartiers aux États-Unis. Ce qui fait que la gauche radicale locale dit qu'il faut désarmer la police, que finalement la haine de la police est un humanisme, et là il y a une forme de caricature des policiers. Nous ne vivons plus dans notre propre réalité. Ce n'est pas vrai qu'à Montréal, il y a une logique d'occupation territoriale par des forces policières qui seraient comme des forces coloniales qui opprimeraient les minorités à Montréal. De quoi on parle? C'est du fantasme, c'est un double idéologique dans lequel on est amené à se projeter. Mais le problème, c'est qui rappelle la réalité des choses? On n'est pas ici dans un système d'apartheid, un système de contrôle policier militaire des populations racisées, pour reprendre ce vocabulaire-là.
mais se fait accuser de manquer d'empathie, hein, c'est le mot à la mode, envers les populations minoritaires et dites racisées. C'est cette espèce de logique qui présente la police comme l'expression d'un système concentrationnaire pour les minorités. On sait que 10 femmes de SPVM à Montréal, ils présentent Montréal comme une ville non cédée, toute la rhétorique à prétention décoloniale. Nous ne vivons plus dans notre propre réalité. Et c'est comme si on est aspiré par un univers idéologique double. Et de tout cela, tu me pardonneras de le redire, j'en parle dans le livre qui sort dans quelques jours. J'ai même une petite section consacrée à ça où je cite le mouvement Reform du SPVM. Non, c'est complètement délirant. On pense comme si on était aux États-Unis. Écoute, bonne fin de quarantaine et j'espère que tes entrevues vont bien se dérouler. On est très hâte de lire ton livre qui devrait sortir dans les prochains jours ici au Québec. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Ce balado est rendu possible grâce à Marketing Intellipost de Poste Canada. Comment joindre ma clientèle à la maison? Faut-il repenser mon mix média? Comment amplifier ma publicité numérique? Le marketing pose de nouveaux défis. Pour les relever, il faut connecter, captiver et convaincre. Les solutions de publipostage de Poste Canada sont conçues pour vous aider. Découvrez pourquoi nos experts affirment que le publipostage est le canal idéal à postecanada.ca/balado-MI. Cube Radio. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors, mon cher Mathieu, aujourd'hui, en page 7 du Devoir, on peut lire un texte d'une militante qui veut abolir la police et je vais te lire un extrait de ce texte-là. L'objectif devrait être de réduire autant que possible le travail de la police sous toutes ses formes et de cesser de légitimer le recours à la police comme réponse à différents problèmes sociaux. Faut le faire, ça. Laisse-moi t'en lire un autre. Pour remplir sa fonction, la police doit être raciste, patriarcale, capacitiste, homophobe et transphobe, perpétuer un État capitaliste, suprémaciste blanc et cis hétéropatriarcal implique de cibler, contrôler et contenir certains groupes. Blablabla, et tout comme la possibilité d'abolir la police. On est dans un authentique, soit délire idéologique, ça ce serait l'approche où on considère qu'ils ont perdu la raison, soit on est dans une authentique forme d'agression idéologique contre les repères de base de notre société par une gauche très radicale venue des États-Unis encore une fois. Aujourd'hui, la révolution vient des États-Unis, qui considère que la police, c'est un système d'oppression coloniale au service du suprémacisme blanc, de la suprématie blanche, pour refouler, contenir, dominer, écraser les différentes minorités qui composeraient notre société, les minorités dites racisées. Ça, c'est une thèse qui, encore, il y a quelques années, suscitait au mieux l'hilarité, au pire l'exaspération. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est une thèse qui se normalise. Là, on en discute à Projet de Montréal. On en parle aussi d'une manière ou de l'autre au NPD. Et peu à peu, on en parle dans la vie politique. C'est dans les pages du Devoir. Là. On n'est pas dans le bulletin anarchiste paroissial, bien qu'un peu aujourd'hui quand même. Mais on est dans un grand quotidien, le quotidien de Lise Bissonnette, le quotidien d'Henri Bourassa, le quotidien de Claude Ryan. Et bien là, désormais, on importe directement le wokisme américain dans ce qu'il a de plus délirant et on fait semblant que c'est une contribution pertinente à notre débat d'idées. Ça, il faut prendre ça au sérieux parce que pour l'instant, on en rit. Et là, d'ici quelques années, ça va être normalisé, et puis s'opposer à ça, ça va être d'extrême droite, comme d'habitude. Hein, c'est facile d'être d'extrême droite. Il suffit de ne pas être d'accord avec les innovations idéologiques à la mode. 5 ans plus tard, elles se normalisent. Si on ne s'est pas rallié, on est d'extrême droite, on commence à connaître la logique. Mais là, je ne savais pas qu'on avait tellement évolué qu'il n'y avait plus de criminalité. Je ne savais pas que maintenant, on vit dans un monde de bisounours. Et est-ce que c'est parce que ces gens-là étaient des enfants rois? On leur disait oui toujours. Ils ont grandi dans des CPE avec des bisounours en salopette jaune-orange à 4 pattes devant eux. Donc, ils ont l'impression de vivre dans un monde où il n'y a plus de bandits. Non, en fait, leur thèse est encore plus étrange. C'est que pour eux, la criminalité, le mal, n'est que le fruit d'une dysfonction de l'ordre social, capitaliste, raciste, colonialiste, capacitiste, cisgenre, hétéro-patriarcal et tout ça. Si on abolit l'ordre social qui est générateur de pathologie, eh bien, on abolit la possibilité du crime. Pour ce qui est des crimes potentiellement résiduels, c'est les travailleurs sociaux, c'est les groupes communautaires qui doivent prendre en charge la régulation sociale pour ramener la régulation, mais la dégager du contrôle policier. Donc, on est dans cette espèce de vieille thèse socialiste, en fait, dans le socialisme, dans ce qu'il a de plus utopiste et utopique, c'est-à-dire il suffirait de réparer la structure sociale pour accoucher d'un monde sans mal, d'un
monde sans crime, d'un monde pur, d'un monde de transparence, d'un monde qui serait angélique. Et c'est une espèce de vieille thèse qui traverse l'histoire de la pensée de la gauche radicale. Le problème, c'est et là, aujourd'hui, elle prend de nouveaux oripeaux, elle prend un nouvel habillage théorique, mais c'est cette même lubie-là qui revient. Et ça, je trouve que ça témoigne d'une forme de naïveté devant la nature humaine, qui, faut-il le rappeler, porte une part d'ombre. La possibilité du crime est inscrite dans l'âme humaine. Et là, on est devant des gens qui n'ont aucune compréhension de l'âme humaine, de ses contradictions, de ses contrastes, de ses conflits. On est devant des gens qui ne comprennent pas la nature de la violence. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Eh bien, on va abolir la police. Dans leur esprit, on va abolir la police, on va abolir tout ce qu'elle représente et on va accoucher d'une société délivrée du mal. Mais que l'on soit chrétien ou non, ce n'est pas en ce monde que nous serons délivrés du mal, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. Et c'est là que tu vois que l'homme ne s'est jamais débarrassé de la religion, finalement, parce que le wokisme, tu le dis souvent, c'est une religion. Ce discours-là est un discours profondément religieux, là. Oui, mais c'est un discours absolument religieux. Mais avec cette singularité qu'au moins, moi, ce que j'aime des curés, c'est quand je peux les reconnaître. Hein? C'est-à-dire là, j'en vois un et là, je sais de quoi on peut parler. Ce qui est embêtant avec le wokisme, c'est qu'il sème ici et là partout des espèces de petits convertisseurs, hein? Des espèces d'apôtres, dans une forme d'apostolat permanent, mais aussi des fanatiques. On s'entend, ils sont des fanatiques. Et ils veulent s'occuper, comme toutes les formes de religion politique, ils veulent s'occuper du détail de nos vies. Du détail de nos vies. Je précise, soit dit en passant, qu'on voit aussi dans certains organismes culturels, par exemple, je donne un exemple tout récent, où au nom de la diversité, on va nous dire qu'il faut représenter au maximum la diversité, notamment des LGBTQ+, 2T+. Bon, moi la question que je me pose, c'est, donc là, doit-on être au courant de l'orientation sexuelle des employés de votre entreprise pour être capable de représenter correctement ça? Moi, j'avais cru qu'on avait chassé l'État des chambres à coucher, mais je croyais pas que c'était pour le réinviter dans nos caleçons. Or, manifestement, on demande à l'État de vérifier ce qu'on fait avec les instruments qu'on a en dessous de nos caleçons pour savoir exactement quel est l'usage, de quelle manière, de quelle façon, pour pouvoir être ensuite classé correctement dans les statistiques de la diversité sexuelle. On est plus, et là, il y a une erreur qu'on doit corriger. Nous ne sommes plus devant des absurdités qui mériteraient seulement un rire à la Philippe Meuret. Nous sommes devant un programme, c'est le langage administratif de notre temps. On a parlé récemment pour ta chronique sur ce qu'il y a dans la fonction publique fédérale, les formations antiracistes. Oui. Ce sont des formations semblables qu'on voit à Coca-Cola, c'est des formations semblables qu'on voit dans les musées, c'est des formations semblables qu'on voit dans les entreprises privées généralement. Ce discours-là, c'est la norme. Et nous, qui continuons de penser, par exemple, que la police est nécessaire pour quand même assurer la paix sociale, nous qui croyons que le refus de placer la race au cœur de la société, au cœur de l'organisation sociale, nous qui croyons qu'un homme n'est pas une femme, nous sommes aujourd'hui les farfelus du régime. Nous sommes les dissidents malgré nous parce que nous nous entêtons à croire que 2 + 2 = 4. Je pense qu'il faut savoir, on n'est pas en ce moment, pour reprendre la formule de 1789, c'est une révolte, non sire, c'est une révolution. C'est une révolution qu'on a devant nous, mais la révolution racialiste, la révolution diversitaire, mais nous peinons à la nommer correctement. Pourtant, c'est ce qu'on a devant nous aujourd'hui. Tu sais, des fois, dans mes plus gros fantasmes, j'aurais l'impression de leur donner, aller dans un désert et on vous donne un gros territoire et faites la République dont vous rêvez. Faites la République dont vous rêvez, excuse-moi, mais sans prison, sans police, où votre fils un jour portera une robe, le lendemain, ça sera un garçon, le surlendemain, il sera en jupe, etc. Faites-le, puis après 2 mois, vous allez crier, venez nous chercher. Sortez-nous de là. Mais pourtant, cher Richard, pourquoi ferait-il cela? Parce qu'ils sont cette idéologie-là est en train de s'emparer de nos sociétés déjà. Et ne crois pas, cher Richard, qu'ils veulent un monde sans prison. Ils veulent un monde où il va y avoir des prisons, mais pour les gens qui pensent pas idéologiquement comme eux. Ça, là-dessus, l'histoire, quelle qu'en soit la forme, on verra, mais on est devant des gens qui ont une logique de rééducation. On est devant des gens qui veulent condamnés à la peine de mort sociale, la peine de mort professionnelle, qui veulent bannir de la société ceux qui ne pensent pas comme eux. Et si on fait, en Écosse, je t'en ai déjà parlé à l'émission, n'oublie pas la récente loi sur les discours haineux qui criminalise ce qui se dit à la maison. Donc, imagine un souper bien arrosé, qu'on aura le droit après la COVID, et là, un de tes invités n'a pas aimé ce que tu dis, puis lui, il interprète ça comme un propos intolérant. Mais il peut aller te dénoncer. Tes enfants, s'ils sont passés par les différentes formes de cours ECR, puis ils voient des micro-agressions
discrimination partout, du racisme partout, ils pourraient décider de te dénoncer. C'est ce que j'appelle la stasification, clin d'œil est-allemand. C'est la stasification. Il y en aura des prisons. C'est simplement que ça va être pour les dissidents idéologiques. Ça va être la néo-Lubyanka. Eh ben, on est de retour. Et moi, je suis terrifié par ce qui se passe en ce moment. Il y a une tentation totalitaire qui se dégage et on ne la prend pas au sérieux. Dans 15 ans, dans 20 ans, on va être dans des sociétés beaucoup moins libres. Alors, je dis pas que ça va arriver inévitablement. On peut résister, mais c'est fort. Et Mathieu, si l'histoire nous a prouvé quelque chose, nous a enseigné quelque chose, c'est que ça prend pas beaucoup de temps pour qu'un mouvement qui semble marginal devienne au pouvoir. On n'a rien qu'à penser au nazisme. Hein. Au début, Hitler, c'était un farfelu qui faisait des discours dans des tavernes devant des gens complètement saols. Et peu de temps après, il était dictateur. Oui. Oui, pense aussi 1917. N'oublions jamais que les bolcheviks étaient minoritaires avec Lénine. Et pourtant, ils se sont emparés. Les minorités idéologiques résolues font l'histoire. Alors moi, je refuse. Moi, je fais pas d'amalgame. Je pense pas qu'on est en 1917. Je pense pas qu'on est en 1933. Je pense simplement. On est peut-être un peu en 1917. Hein. C'est-à-dire, je pense surtout qu'on est en 1793. Si on veut faire des rapprochements historiques, le régime diversitaire connaît son moment de radicalisation. Et aujourd'hui, il ne se voit plus aller. Et moi, ce qui m'inquiète, que ces gens-là, ce sont des fanatiques qui veulent en finir avec notre société. Bon, ça fait partie apparemment de notre époque. Ce qui m'inquiète, c'est quand d'honnêtes centristes, puis on en connaît, puis on en voit, capitulent peu à peu. Il y a 1 an, ces gens-là auraient dit le racisme systémique, c'est une théorie qui n'a pas de bon sens. 1 an plus tard, ils utilisent le vocabulaire du racisme systémique et pensent même qu'aujourd'hui, c'est un concept qui a du bon sens. Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu la lumière, comme ils nous le disent, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ne survivront dans le système qu'en parlant ce langage, qu'en envoyant des signaux de ralliement au système? Moi, faut voir ce qui se passe en ce moment. Et, encore une fois, il n'y a pas de goulag demain matin, c'est pas de ça dont on parle. Mais je dis qu'il y a une idéologie qui s'installe et qui est beaucoup plus autoritaire et même qu'on le dit. Il faut en tout cas enseigner à nos enfants les beautés et les bienfaits des régimes imparfaits. Parce que ceux qui me font peur dans le monde, c'est ceux qui rêvent d'une société parfaite. Tu as raison à 100%. Attends, moi, la tentation de la perfection en politique est une tentation, policière pour vrai. J'aime les sociétés contradictoires, les sociétés contrastées, les sociétés où des valeurs se confrontent et par là se fécondent. Des sociétés où il y a de la place à la fois pour, comme je dis, l'enracinement et le cosmopolitisme, pour la liberté, pour l'égalité. Des sociétés où il y a des sanguins, il y a des sociétés où il y a des gens plus stoïques. On a besoin de ça, mais on est manifestement dans une tentation autre, une tentation de la purge, de la rééducation idéologique, de délivrez-vous de vos préjugés, hein, mais ça, on voit jusque pour eux, en dernière instance, dire qu'un homme n'est pas une femme, c'est un préjugé. On est devant une tentation idéologique assez grave, et on rit, hein, quand on s'inquiète de tout ça, on rit, on dit « Ah, ils se prennent pour Solzhenitsyn, ce sont des fous, on passe pour fous lorsqu'on s'inquiète devant ça. » Mais pourtant, les indices s'accumulent, qu'on est dans un basculement idéologique. Il faudrait simplement le prendre au sérieux. Tout à fait. C'est extrêmement inquiétant. Merci beaucoup, Mathieu. On se présente les nouveaux régalos sur pain aux patates. Des pains moelleux, faits avec des patates canadiennes, remplis d'ingrédients de qualité. Essaie les 4 variétés alléchantes. Jambon moutarde et miel, délices à la dinde ranch, aioli italien et poulet chipotlé. À partir de 2,99 pour un temps limité. Nouveau régalos sur pain aux patates. Subway, mangez frais. Fraîchement préparé à la commande. Dans les restos participants. Exclut les commandes à la livraison. Extra et taxes en su. Aucun rabais, coupon additionnel. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mon cher Mathieu, je vais soulager tes craintes parce que je sais comme moi que tu es inquiet du sort des Ouïghours, ces musulmans en Chine qu'on a parqués dans des camps de concentration. Or, hier, il y avait l'ambassadeur chinois au Canada qui était au CORIM, le Conseil des relations internationales de Montréal. Il a dit, vous savez, vous exagérez, c'est pas des camps de concentration, ce sont des écoles. On les envoie là pour qu'ils apprennent le mandarin. Mathieu, t'es soulagé, là? Oui, bon, mais quelle infinie générosité, quelle marque remarquable de générosité de l'État démocratique, libéral et respectueux des droits chinois. Ben oui. Non, on est quand même devant quelque chose qui relève un peu de la mauvaise blague, qui relève de la provocation, surtout, qui relève de cette idée que vous ne vous mêlerez pas de ce que ça passe chez nous, même si on est dans une violation telle des droits humains que plusieurs n'hésitent pas à parler d'un génocide, d'une tentative d'élimination, d'effacement d'un peuple.
Bon, alors on voit ça, c'est un espèce de culot, mais c'est le culot qu'autorise la puissance en quelque sorte, et les Occidentaux devant la Chine sont finalement bien plus faibles qu'ils ne le croient, ou à tout le moins qu'ils ne le bien plus faibles qu'ils ne le souhaiteraient. Et pendant que le Chinois est des visées hégémoniques, pendant que Poutine veut retourner en Ukraine, pendant que Erdogan veut ressusciter le Grand Orient, l'Empire ottoman, il y a des gens ici qui disent on n'a pas besoin d'armée. Oui, non, mais ça, c'est le pacifisme occidental. Hein. Il y avait cette formule de Mitterrand à l'époque de l'Union soviétique qui disait « les missiles sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest ». Bon, eh bien, aujourd'hui, on peut dire de la même manière que la force est ailleurs et la volonté d'accommodement est chez nous. Je pense que c'est la volonté d'accommodement du faible au fort. Et c'est tout le défi pour les démocraties libérales que d'être capable d'être à la fois forte et juste, forte et libre, de ne pas confondre la puissance avec l'écrasement de leurs propres citoyens. C'était le pari des démocraties libérales au XXe siècle. C'est un pari qui était quand même réussi, faut-il l'oublier. J'ai l'impression que, je redoute en fait, j'en suis pas certain, mais je redoute que cette époque des démocraties libérales capables de se défendre et d'imposer leurs intérêts, d'imposer leur vision du monde, à tout le moins dans le respect de, sachant qu'il y en a d'autres par ailleurs qui existent, j'ai l'impression que c'est une parenthèse qui est en train de se refermer devant nous. Je veux dire, l'Amérique se désagrège sous nos yeux. L'Europe est incapable de se constituer, mais est assez forte pour paralyser ses nations. La Russie a une tentation autocratique de plus en plus confessée. La Chine est un empire qui a une manifestement totalitaire et qui n'hésite pas à écraser les populations. Et devant tout cela, nous protestons en disant développement durable et inclusion mondiale. On est un peu impuissants devant tout cela. Écoute, tu veux nous parler de Evian, la compagnie Evian là, qui fait de l'eau, qui est accusée d'islamophobie. C'est quoi ça? Alors, c'est une histoire assez drôle, pour ne pas dire loufoque. En France, publicité hier, Evian dit, on est rendu, je pense, à 16 heures dans la journée, est-ce que vous avez bien bu votre litre d'eau aujourd'hui? Hein? Vous avez bien vu votre litre d'eau? Retweeté. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des musulmans, pas les musulmans, mais des musulmans probablement de tendance islamiste, tendance assez radicale, dire « Hey, c'est la première journée du Ramadan, comment pouvez-vous oser faire ça d'une manière ou de l'autre? » Scandale, scandale, scandale. Eh bien, Evian va s'excuser de sa maladresse en disant qu'il n'avait pas voulu provoquer et ce n'était que maladresse. Ben voyons donc. Alors, autrement dit, ben oui, donc là, il y a eu des comptes parodiques qui, en plus, qui par ailleurs s'étaient moqués d'Evian, mais il y a eu des comptes de vrais islamistes, des vrais musulmans radicaux. Et là, Evian, dans un geste de capitulation comme on en voit tant, s'est excusé. Et ça, ben, ça a fait la risée en France, ça a fait la risée sur les médias sociaux, mais ça montre aussi ce que veut dire l'esprit de capitulation. Hein? C'est-à-dire, désormais, on comprend qu'il ne sera possible de faire la promotion d'Evian, de l'eau Evian, du plaisir de manger demain, après-demain, et ainsi de suite. On ne pourra là que dans le respect des normes des plus radicaux, des musulmans qui veulent imposer leurs normes à tous et qui voient quelque chose de scandaleux dans le fait de ne pas respecter les règles du Ramadan. S'ils veulent respecter le Ramadan, ça les concerne, c'est leur choix. Moi, je blâme pas les gens qui décident de faire le Ramadan. Mais en échange, le Ramadan ne doit pas devenir la loi de tous. Mais attends une minute, à travers cette querelle. La France n'est pas une république islamiste, là. Il y a encore des gens qui boivent de l'eau, qui mangent de la viande. Voyons donc. C'est quoi ça? Ben là, il y a eu des réponses assez drôles sur les réseaux sociaux. Par exemple, je crois que c'est Mohamed qui fait oui, qui dit d'accord, il n'y a pas de problème, je vais boire plutôt un litre de Saint-Émilion. Et ainsi de suite. Donc finalement, d'accord, de toute façon, nous ne sommes pas des buveurs d'eau, nous allons plutôt boire généreusement du rouge. C'est permis ça pendant la période? Alors bon, on voit, il y a quand même un esprit de moquerie, c'est l'esprit d'insolence devant tout cela. Et il n'en demeure pas moins que le réflexe capitulaire d'Evian dans les circonstances n'est pas un détail. Ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit d'entreprises qui ont peur des vagues, qui ont peur de déplaire, qui ont peur de choquer et qui sont prêtes à se coucher devant les minorités extrémistes pour peu qu'elles soient dans l'accusation du monde occidental. Écoute, il y a parce qu'on sait qu'ils doivent respecter un jeûne très strict, et il y a quelques années de ça, je suis allé sur des forums de discussion musulmans, et là, il y a des gens qui demandaient à leur imam, parce que tu pouvais poser des questions à ton imam, qui demandait est-ce que j'ai le droit de déglutir, c'est-à-dire d'avaler ma salive pendant le Ramadan, et je te jure, Mathieu, que c'était vrai. Et là, l'imam disait, dans certaines circonstances, ça. Et là, tu lis ça, toi, puis tu dis, attends une minute, là, ils sont rendus là qui se demandent, est-ce que j'ai le droit d'avaler ma salive? Non, bien sûr, on est devant des codifications qui relèvent ici de la névrose. C'est-à-dire, moi, je le redis, moi, que le jeûne comme pratique spirituelle, je pense que ça existe dans la plupart, sinon dans toutes les civilisations. Qu'ensuite, ça codifie une partie de la vie sociale dans certains pays, passe encore. Et que dans nos pays, que certaines communautés décident de vivre ainsi, s'ils décident de vivre ça sur le mode intime, ça les concerne, bon, passe encore. Mais là, on n'est pas là-dedans. Là, on est dans une logique
impériale, une logique de conquête, une logique de soumission, une logique de vous allez respecter nos propres rythmes, nos propres codes. Et ça, c'est une logique de conquête. Tout ça peut sembler relever du fait divers. Hein. On s'entend. On parle de l'eau Evian, on parle de 2 tweets. Et pourtant, Evian, qui est quand même pas une petite boîte, quand on décide de faire ce tweet d'excuses, ça nous en dit beaucoup sur cette espèce de psychologie capitularde. Et je le redis, faut savoir distinguer là-dedans. Je suis persuadé que 99% des musulmans avaient aucun problème avec ça, mais il suffit d'1% résolu pour être capable de fragiliser nos sociétés dans des gestes qui peuvent sembler anecdotiques, je le redis, et qui dans les faits ne le sont pas. Mais le pire, là, ceux qui vont foutre la démocratie par terre, là, c'est ceux qui capitulent comme ça. Evian n'avait pas à s'excuser d'encourager les gens à boire de l'eau l'été. Voyons. Mais c'est le problème des démocraties. Hein. Les démocraties ont tendance à engendrer des dirigeants faibles. Alors moi, je crois que c'est pas pour rien que j'aime autant Churchill, c'est pas pour rien que j'aime autant le général de Gaulle, c'est pas pour rien que j'aime autant une figure comme Pompidou, ou comme René Lévesque, ou Lucien Bouchard, on pourrait en trouver d'autres, parce que ce sont des dirigeants qui ont su conjuguer l'art de diriger, l'art de commander, avec le respect scrupuleux et fondamental de l'esprit démocratique. Bon. Mais ça implique. Je pense que nos sociétés se retrouvent aujourd'hui faibles mentalement, faibles politiquement, faibles physiquement, faibles culturellement devant des minorités fanatiques qui, elles, ont bien des défauts, mais ne manquent ni de vigueur, ni d'énergie, ni de volonté de plier l'autre à leur propre volonté. Et on est un peu là-dedans. Donc, nous, effectivement, je pense que les démocraties s'affaiblissent, en fait, se décomposent elles-mêmes lorsqu'elles ne sont plus capables de répondre à ceux qui leur lancent de tels défis. Et c'est ce qu'on a vu. Comme je dis, ça peut sembler anecdotique, hein, mais l'esprit de l'époque se dévoile dans de telles anecdotes, je crois. Écoute, je reviens à ton livre là, qui va sortir bientôt au Québec, très bientôt. On a vu qu'il y a des belles pages, comme on appelle, des belles feuilles, c'est-à-dire des extraits de ton livre qui est paru dans le Figaro magazine. Est-ce que tu as eu des échos d'une presse de gauche? C'est-à-dire que le Figaro t'appuie, sont d'accord avec tes thèses, c'est pas très surprenant. Est-ce que la gauche allume aussi, là? Est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'il y a eu des critiques de tes livres, là? Alors, le livre était annoncé la semaine passée dans la ligne Figaro Magazine. Ensuite, demain, il va y avoir un grand entretien dans Le Point, qui est de centre droit. Ensuite, je sais qu'il y aura des échos dans d'autres... donc, le livre sort demain officiellement. Et ensuite, je vais me promener d'une émission à l'autre, télé, radio et ainsi de suite. Et dans certaines d'entre elles, je serai, n'en doutons pas, le seul à penser comme moi. Dans certaines d'entre elles, j'évite de donner des détails, mais je serai presque je serais un chrétien chez les païens, pour le dire comme ça. Mais donc, non, il y a de l'intérêt, mais dans la presse dite de gauche, l'intérêt est surtout sur le mode de l'accusation. Il viendra, c'est presque inévitable. Mais il y a beaucoup de personnes de gauche, donc des gens qui sont pas marqués, qui ont de l'intérêt. Je pense que c'est l'originalité de la France, c'est qu'il y a encore en France une gauche républicaine, une gauche nationale, une gauche qui résiste justement à cette logique racialiste. Et c'est la force de la France que cette gauche républicaine-là, elle est incarnée par des Laurent Bouvet, elle est incarnée par des Gilles Clavreul, elle est incarnée par on peut penser en d'autres temps à Chevènement. Il y a une gauche républicaine, je pense que c'est une des forces de la France. Je ne pense pas convaincre les décoloniaux, je ne pense pas convaincre les indigénistes, je ne pense pas convaincre les racialistes, mais la gauche républicaine, elle, je crois, a la capacité de faire alliance avec des éléments plus gaullistes ou plus conservateurs dans cette commune défense de l'esprit de notre civilisation. Ben, je l'espère ici. On a vu là, qu'il y a des gens de gauche qui commencent à allumer là, Isabelle Haché dans la presse, ça veut dire Normand Baillargeon, etc. Il y a des gens qui allument. On espère aussi qu'il y a une gauche là-bas qui va pouvoir résister à ces bêtises-là. Là. Oui, je crois qu'il y a une complicité là-dessus, une belle complicité des gauches républicaines, comme ça, dans l'espace francophone. Tout ce qu'il faut espérer, c'est que quand la gauche se réveille ou décide de se mobiliser, il faut juste espérer qu'ils ne disent pas, mais on veut quand même pas faire affaire avec les méchants du camp d'en face, les méchants conservateurs, parce qu'on veut demeurer de gauche à tout prix. Moi, c'est le seul défi de la gauche quand elle se réveille, c'est de se rendre compte que d'autres étaient réveillés avant elle. Disons ça comme ça. Et moi, pour reprendre la formule de Parizeau, que le dernier entré laisse la porte ouverte, s'il vous plaît, je tends la main à ces gens qui nous rejoignent. J'espère, cela dit, qu'ils la saisiront. Okay, mais je pense qu'il y a une possibilité. Que c'est beau, ce que le dernier entré laisse la porte ouverte. Je ne connaissais pas cette phrase. Elle est magnifique. J'ai très hâte d'avoir ton livre. Je devrais l'avoir dans les prochains jours et on s'en reparlera. Absolument. Merci beaucoup, Mathieu. Salut. Nous descendons. Derrière la confiance qui vous habite lorsque vous prenez l'ascenseur, traversez un pont ou passez un test par résonance magnétique, se cache un ordre professionnel. Cet ordre veille à ce que chaque ingénieur ait les compétences requises pour bien exercer sa profession. Rez-de-chaussée, bonne journée. Faire de votre quotidien un lieu sûr,
C'est aussi ça, la mission de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Nous mentons. ING, 3 lettres de génie. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Je ne pensais jamais parler de Michel Louvain avec Mathieu Bock-Côté, mais le jour est venu. Salut Mathieu. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Tu veux me parler de Michel Louvain sérieusement? Oui, en fait, pas du chanteur en lui-même dont je connais l'œuvre comme tous les Québécois de mon âge connaissent l'œuvre, mais ce qui m'intéresse, c'est l'élan de sympathie, l'élan d'émotion sincère qui a accompagné l'annonce de son décès. Je pense que tout le monde était triste, c'est moins qu'on peut dire, d'apprendre qu'il était malade. Les choses se sont passées très rapidement ensuite. Quelquefois, la maladie décide de procéder rapidement. Mais ce qui me frappe, c'est que c'était un personnage de la culture populaire. Et quand on voit, je pense que c'est une des forces de la culture québécoise, que d'avoir été capable d'engendrer des personnages qui traversent les décennies et qui incarnaient pour plusieurs, pas pour tous les segments de l'opinion, pas pour tous les segments de notre société, mais qui incarnaient un certain type d'artiste, un certain type de figure culturelle. Et Michel Louvain incarnait cette espèce de vision québécoise du crooner, finalement. Cette capacité qu'ont les Québécois toujours de s'approprier les différents mouvements qu'il y a dans le monde, mais de les faire à leur goût, à leur sensibilité. Et je trouve que c'est une marque d'une culture forte que même des figures, moi, comme je dis, je n'étais pas familier de son œuvre, mais même moi, ça me disait quelque chose. Même moi, j'en connais quelques chansons. Même moi, j'ai des souvenirs liés à lui. Quand on a des figures qui vont au-delà des silos, qui vont au-delà des segments de la société, qui nous rassemblent par le souvenir, le mémoire, l'anecdote, l'humour, eh bien, ce sont des manifestations d'une culture vivante. Et lorsqu'une culture cherche à rendre hommage à un personnage comme lui, il n'était nul besoin d'être un de ses fans pour se dire, pour saluer l'artiste, saluer l'homme, en se disant, mais il aura marqué positivement sa culture à sa manière. Et tu sais, on dit quand c'était une autre époque, là, aujourd'hui, on vit dans une époque très transparente, très vulgaire, où, les scandales, les potins, les excuses publiques après ça, des artistes qui doivent aller à la grande messe du dimanche et dévoiler leur cheminement spirituel et tout ça. Ça, c'était un homme qui était discret. On savait rien sur sa vie privée, aucun scandale. On connaissait sa carrière d'artiste, mais sa vie privée, on ne le savait pas. C'était une autre époque. J'ajouterais que ce qu'on savait de sa vie privée, nous avions la décence de ne pas en parler. Oui. C'est-à-dire, à un moment donné, un homme décide d'assumer ou non ce qui concerne son intimité. Il venait d'une époque où c'était moins évident pour les gens qui avaient une vie privée comme la sienne, une vie intime comme la sienne. À notre époque, évidemment, on n'en est plus là. Mais son parcours l'avait conduit à faire le choix de la discrétion et les gens respectaient ça. Et je pense qu'il y avait cette distinction élémentaire, essentielle, vivante entre ce que l'on offre à l'espace public quand on est une figure publique et ce que l'on garde pour soi, sa vie privée. On a aujourd'hui cette obsession malade de la transparence qui fait en sorte qu'on sent le besoin de dire c'est quoi la couleur de ses caleçons, la couleur de ses slips. Bon, Michel Louvain avait sa vie. Et c'est ça que je dis, il y a différents niveaux dans une culture. Je crois que nous savions ce qu'était sa vie. Il avait décidé de ne pas en parler. Très bien. Il y avait d'ailleurs une part d'ambiguïté. C'était le chanteur de ces dames. C'était le chanteur qui plaisait aux femmes. C'était le chanteur qui incarnait le charme, le charisme pour les femmes. Il avait en tout cas. Et on n'a jamais senti besoin de le outer. Tout ça. Moi, je trouve qu'il y a cette discrétion-là. Puis, soit dit en passant, pas juste pour des questions qui relèvent de la vie intime, hein. La discrétion en général sur son existence, le fait de garder pour soi un jardin secret, quel que soit le sujet, je pense que ça fait partie de la santé mentale des uns et des autres. Voilà un homme qui avait décidé de mener sa vie sans se dévoiler intégralement, sans décider de se présenter à lui-même aux autres selon le principe de transparence. J'ai plutôt tendance à admirer les gens qui sont capables de distinguer entre la vie privée et la vie publique. Et là, je vais passer pour un vieux schnock et je m'en fous. L'élégance, Mathieu, l'élégance. Toi qui t'es mis à porter des chapeaux, tu vas dans un gala, disait Michel Louvain, tu t'habilles bien, tu t'habilles beau, tu te mets sur ton 36, par respect pour les gens qui regardent le gala, par respect pour tes fans. Oui, ben moi, ça me marque. Tout le monde le note aujourd'hui, c'est un homme élégant. Et quand on dit que c'est un homme élégant, on sent la distance avec l'élégance d'aujourd'hui. Le débraillé revendiqué au nom de l'authenticité. Voilà un homme qui savait qu'on ne se présente pas en public comme on se promène en peignoir chez soi et qui avait cette élégance-là. Et c'est quand même là-dessus, je pense que ça vaut la peine. Au Québec, c'est pas la vertu la plus répandue. Moi, j'ai un ami français qui a déjà eu cette formule terrible à propos des Québécois, mais j'avais pas pu m'empêcher de la trouver drôle. Il dit, à quoi reconnaît-on un Québécois dans un aéroport? Je sais pas. Il me dit, c'est pas compliqué, c'est le plus sympathique et le plus malhabillé. Et je me disais qu'il y avait quand même quelque chose de moqueur et de vrai là-dedans, le débraillé qui nous est naturel quelquefois. Voilà un homme qui croyait que l'élégance faisait partie
des codes, c'est une marque de respect envers autrui. Hein. On oublie souvent qu'on s'habille pour les autres. On ne s'habille pas que pour ça, on s'habille pour les autres. On s'habille par respect pour les autres. Il incarnait ça. Et de ce point de vue, encore une fois, voilà un homme qui plaisait aussi parce qu'il respectait ces codes qui le dépassaient, mais qu'il s'était approprié très bien. Et tu sais, on parle de discrétion. Il y a quelqu'un, Guy Bertrand, que tu connais probablement, qu'on appelait l'ayatollah de la langue à Radio-Canada. C'était monsieur respect de la langue française à Radio-Canada. Alors, il vient d'écrire sur sa page Facebook qu'il connaissait un peu Michel Louvain. Ils avaient une amie commune qui était une journaliste vieillissante. Et il dit, Michel Louvain allait la voir régulièrement. Il prenait de ses nouvelles, il parlait avec elle. Et une fois qu'il s'est assuré que tout allait bien, il partait en laissant discrètement une somme d'argent sur la table pour qu'elle puisse se gâter un peu. Mon Dieu, la charité qui est non ostentatoire. Oui, non, absolument. Encore une fois, ce sont les vertus du vieux monde. Hein. Moi, ce qu'on aime, moi je parle pour moi là-dessus, mais ce qui me plaît, ce sont les vertus incarnées, mais qui ne sont pas nécessairement revendiquées. Les vertus qui sont que nous pratiquons sans sentir le besoin de faire du signalement moral perpétuel. Et j'ai tendance à apprécier ça. Donc, de ce point de vue, voilà ce personnage. C'est particulier le parcours de Michel Louvain, hein, parce que c'était le chanteur de Ces Dames au début de sa carrière. C'était devenu une figure un peu quétaine, entre guillemets, dans les années 90. Et là, c'est une figure qui était réapparue de positive manière, de belle manière depuis une vingtaine d'années, depuis 15-20 ans environ. Et je pense que dans ces derniers jours, il savait qu'il était profondément aimé. J'insiste, il était aimé pas seulement par ceux qui suivaient sa carrière dans le détail. C'était un homme qui devait savoir qu'il y a différents styles, il y a différents goûts pour la musique, mais qui était devenu un personnage de notre culture qui incarnait quelque chose de fondamentalement positif. Et une culture, c'est pas seulement la culture française. T'es à Paris actuellement, là. La culture française, c'est pas seulement Léo Ferré, Jacques Brel, c'est aussi, voyons, celui qui chantait Alexandrie, là. Claude François. C'est aussi Claude François et c'est Claudette, là. C'est aussi ça. Donc, oui, en fait, tout s'est joué de ce point de vue il y a quelques années, quand, en l'espace de quelques semaines, la France a perdu à la fois Johnny Hallyday et quelques mois en fait, et Jean d'Ormesson. Et on pourrait dire, c'est quand même ça, c'est-à-dire d'un côté Jean d'Ormesson qui incarne une forme d'élégance littéraire aristocratique, de l'autre Johnny Hallyday qui incarne la France américanisée, mais qui était quand même la France, la marée populaire à la mort de Johnny Hallyday, c'était quand même quelque chose. Emmanuel Macron avait su dans les deux cas, ça c'était assez bien quand même faire des discours à la hauteur des personnages. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir qu'une culture ne se réduit pas aux figures de haute culture, entre guillemets, que la culture populaire a sa légitimité. Et ensuite, j'ajouterais, il faut savoir les distinguer sans les mépriser. On peut préférer un domaine, on peut en préférer l'autre, mais il n'est nul besoin de mépriser. Et c'est trop souvent la tentation, c'est de mépriser. Il faut pas oublier en passant que le mépris, c'est pas seulement d'en haut vers le bas. Souvent, la culture dite populaire méprise la culture la plus élevée, plus exigeante, en disant c'est une affaire de snob, c'est une affaire de sophistiqué. C'est pas une affaire du vrai monde. Le mépris va dans les deux sens, hélas. Je crois qu'on devrait se délivrer du mépris dans les deux sens. Effectivement. Puis le Québec, c'est oui, Gilles Vigneault, Félix Leclerc, oui, Michel Rivard, mais aussi Michel Louvain. Et tu disais, oui, il était quétaine, mais tu sais, on a un côté quétaine, québécois aussi, là. Mais bien sûr. Non, mais en plus, il était vu comme quétaine pendant un temps. Et ensuite, faut pas oublier, il y a eu une forme de réconciliation, n'est pas le bon terme, mais de réhabilitation peut-être. C'est-à-dire que il a été déquétanisé et il est devenu un personnage. Puis il y a toujours un moment dans la vie, je pense que ça, c'est quiconque a une vision un peu mélancolique de l'existence sait qu'il y a des jours lumineux et il y a des jours sombres. Il y a des oasis, des traversées du désert, il y a des périodes de triomphe, des périodes d'avachissement. Eh bien, de ce point de vue, une longue existence permet de connaître chacun de ces stades en quelque sorte. On peut dire que cet homme qui était aimé a quitté, mais sous la lumière en quelque sorte. Il était aimé. Et je pense que ce n'est pas secondaire pour un homme qui a chanté l'amour, qui a un chanteur de charme, savoir qu'il était aimé par les siens. Je devine que ce n'était pas quelque chose de négligeable, que c'était un homme qui était apprécié. Ensuite, il faut tous un jour quitter ce monde. Il l'aura quitté tardivement, heureusement pour lui, et il l'aura quitté, je pense, en ayant le sentiment d'avoir été aimé par les siens. Et encore une fois, en étant une figure particulière de cette culture, une pense tout à fait légitime. Et il est mort, comme il a vécu, en toute discrétion. Il n'a pas fait un spectacle de sa maladie. Alors ça, c'est fondamental. Hein. Je me suis fait la même réflexion. Voilà un homme qui était discret jusque dans sa manière de quitter ce monde. Ça, c'est quand même quelque chose. Aucune mise en scène ostentatoire. On a appris qu'il souffrait. On a appris qu'il n'était plus. Tout ça en l'espace presque, je dirais, de quelques heures.
Mais je crois que le chagrin, sachant qu'il y a toujours quelque chose d'ostentatoire dans notre époque, quand les gens sentent le besoin toujours de pleurer sur les réseaux sociaux, mais je crois que dans ce cas-là, le chagrin est sincère. Je dis pas qu'on va tous se transformer en figure éplorée. Je dis qu'on a le sentiment qu'une figure qui comptait vient de nous quitter. Peut-être est-ce le mouvement naturel des vies humaines, il n'en demeure pas moins que le chagrin nous est permis. C'était un très beau témoignage, Mathieu. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Possible grâce à Marketing Intellipost de Poste Canada. Comment joindre ma clientèle à la maison? Faut-il repenser mon mix média? Comment amplifier ma publicité numérique? Le marketing pose de nouveaux défis. Pour les relever, il faut connecter, captiver et convaincre. Les solutions de publipostage de Poste Canada sont conçues pour vous aider. Découvrez pourquoi nos experts affirment que le publipostage est le canal idéal à postecanada.ca/balado-MI. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors Mathieu, j'ai ton livre tout chaud dans les mains encore. Là, ça sent encore le papier là, qui sort de l'imprimerie. Il est très beau. Mathieu Bock-Côté, la révolution racialiste et autres virus idéologiques. Superbe, félicitations. C'est toujours c'est toujours le fun hein, quand tu accouches d'un bouquin et on t'envoie les boîtes et là tu ouvres la boîte et t'as l'exemplaire dans tes mains. Oui, je le confesse, tu as absolument raison. Et j'ajouterais que quand on écrit un bouquin, moi je parle pour moi, c'est pas nécessairement comme ça pour les autres, on le commence sous le signe de l'enthousiasme, on est persuadé que tout ça va arriver d'un coup, hein, ça va aller d'un seul élan. À un moment donné, on se dit, mais tout ça est absolument nul, insupportable. Qu'est-ce que j'ai fait à me lancer là-dedans? J'aurais dû faire autre chose. J'aurais dû faire une technique. Qu'est-ce que je fais là, bordel? Et à un moment donné, on se dit, finalement, c'est pas si mal. On reprend tout. Puis, quelque part, à un moment donné, sans qu'on s'en rende compte, on a réussi, finalement, son livre. On l'envoie. Au moment où il part, on se dit, j'aurais dû ajouter ça et ça. Et on se rend compte après coup qu'on a dit la moitié de ce qu'on voulait ajouter qui était déjà présent. Ça, c'est l'état d'esprit, je crois, d'un auteur qui sort son bouquin. Et là, tu vas être content qu'il ait enfin sorti. Écoute, je vais commencer par une question un peu vache. Tu me pardonneras. Oui. Alors, écoute, la question que je te pose, c'est, est-ce que prendre au sérieux ce mouvement-là, parce que tu as écrit un livre sérieux où tu réponds à leurs arguments, où tu démontres la logique derrière ça, est-ce que ce n'est pas leur faire trop d'honneur? Est-ce que la meilleure façon de démonter le mouvement woke n'est pas de le ridiculiser, de le montrer pour ce qu'il est, c'est-à-dire un rassemblement de sornettes? Il y a deux choses. Hein. C'est-à-dire, premièrement, je pense que ces idées-là, il faut les prendre au sérieux parce qu'elles sont au pouvoir aujourd'hui. Quand dans les entreprises, quand au gouvernement fédéral, comme tu le notais en chronique la semaine passée, quand les Radio-Canada, quand aux États-Unis, c'est la norme à Coca-Cola, à Ben & Jerry's, toutes les entreprises, quand c'est cette idéologie-là, qui est, avec tout ce concept du racisme systémique au privilège blanc, à la blanchité, à la fragilité blanche, au suprémacisme blanc repensé comme fondement des sociétés occidentales, ce discours-là n'est plus cantonné dans 2 ou 3 facultés de sciences sociales aux États-Unis ou dans une faculté de littérature comparée. C'est le discours dominant qui s'est normalisé dans les pratiques administratives de l'État dans le monde occidental et ça traverse peu à peu l'Atlantique. Les Français en font l'expérience. Je pense que cette idéologie-là est au pouvoir et il faut être capable de la déconstruire si on veut véritablement s'y opposer. J'ajoute une chose. Il y a plusieurs manières, je crois, de s'opposer à l'idéologie dominante. Je pense qu'au 20e siècle, une des grandes forces d'une figure que j'estime beaucoup, comme c'est Raymond Aron, c'est d'avoir pris les marxistes au sérieux. Il les lisait, et puis ensuite, il les contredisait. Il les contredisait, puis ça faisait en sorte qu'il permettait à son propre camp, en quelque sorte, d'aller au-delà du bon sens, au-delà du simple sens commun, puis d'avoir une réflexion de fond. Une réflexion de fond sur les fondements du discours qui s'imposait à l'époque. Dernier élément qui me semble important, on se retrouve avec ce discours-là. Ce qui est fascinant, c'est que ces gens-là on dirait qu'ils écrivent pour eux, ils écrivent dans l'entre-soi. Et ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils écrivent quelquefois, ou peut-être se rendent-ils compte. Donc, quand on va les citer, puis qu'on tombe sur Ibram X. Kendi, qui nous dit que le vrai danger aujourd'hui pour le racisme, c'est pas la alt-right dont on nous parle, c'est la prétention à l'universel qui consiste à pas fonder la société sur la couleur de la peau. Quand on tombe sur une phrase de Robin DiAngelo, qui est la papesse des ateliers en rééducation antiraciste, qui nous dit qu'elle veut se libérer de son identité de blanche
parce que c'est tellement pesant et c'est pour avoir une vie meilleure, se délivrer d'elle-même, mais elle sait qu'elle n'y arrivera jamais jusqu'au bout tellement c'est incrusté profondément en elle. Ces gens-là, il faut voir jusqu'où ils vont. Quand on les lit, on comprend qu'ils sont sérieux. Ils sont très sérieux. Ils sont d'un terrible sérieux. De ce point de vue, je les prends au sérieux pour les contredire. Philippe Murray, si un nouveau Philippe Murray apparaît, j'en serais très heureux. Il va être formidable. Il va décomposer ça avec un humour ravageur. Toi, dans tes chroniques, quelquefois, t'as l'air de tourner en ridicule, effectivement, ce discours-là. Tu encaptes l'absurde et tu le dévoiles à ceux qui sont pas familiers avec ces débats-là. Moi, mon travail là-dedans, c'est d'aller au texte, d'analyser le texte tel qu'il se présente à nous, de partir à la recherche du noyau idéologique pour savoir ce qui nous attend. Parce que c'est l'avantage de lire ces gens-là directement. Quand on les prend au sérieux, on voit ce qu'ils nous mijotent, on voit ce qu'ils nous proposent. Ça permet peut-être de s'armer intellectuellement. Et ce que j'aime, c'est que dans le sous-titre de ton livre, c'est virus idéologique. Et j'aime beaucoup que tu utilises le mot virus parce que c'est un virus. Et comme tous les virus, il a eu une trajectoire, il y a eu un lieu de naissance. Et c'est ce que tu décris aussi pour ceux qui ne sont pas au fait, là. D'où vient ce virus-là, hein? Il y a le virus de la COVID, on cherche son origine. C'est peut-être un laboratoire, c'est peut-être un marché, etc. Toi, tu expliques que le virus est parti de France, est allé sur les campus aux États-Unis, et ça. Tu suis la trajectoire du virus. Oui, et je sais aussi, parce que je disais tantôt que le sens commun ne suffit pas. Le bon sens, on le voit un peu avec François Legault, que j'estime, qui tient tête à la théorie du racisme systémique. Mais en dernière instance, la ligne de défense des ministres du gouvernement, c'est « ouais, mais on veut pas une bataille sémantique. » Et puis non, c'est important les concepts, parce que quand vous capitulez devant un concept, ou quand vous vous contentez de dire « c'est trop compliqué, faut parler d'autre chose », ce concept finit par s'imposer. Donc ce que je cherche à faire, tu me pardonneras l'image, parce qu'on est quand même dans une année qui ressemble à ça, moi je veux fournir les anticorps. C'est-à-dire que devant ça, je pense qu'on doit être capable de réagir. La plupart d'entre nous, je pense qu'on le voit souvent, on comprend plus ou moins ce qui nous tombe sur la tête, parce que c'est tellement absurde en effet. On est quand même dans un discours qui pousse les gens à se définir exclusivement selon le principe racial. Ensuite, on va nous dire qu'il y a l'intersectionnalité, mais il y a une telle obsession raciale qu'on fait de la race une identité primordiale. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Je pense qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a devant nous. Ensuite, quand on fait l'histoire de ça, je t'avouerai que moi, ça fait des années, d'un livre à l'autre, je suis toujours à la recherche de ce parcours intellectuel, de cette idéologie. Là, je cherche à voir, parce que là, il y a une mutation. Pour rester dans le vocabulaire actuel, il y a une mutation. Le racialisme, c'est une radicalisation de tout ce discours multiculturaliste qu'on connaissait depuis des années. J'essaie de voir ce qui se passe dans cette mutation-là. Jusqu'où ça va nous conduire? Jusqu'où ça nous conduit? En fait, déjà, on en parlait il y a quelques jours, l'exemple d'Evian en France qui dit « buvez de l'eau aujourd'hui ». Puis là, on apprend que c'est la première journée du Ramadan. Contestation sur les réseaux sociaux. Et on met le genou à terre, on s'excuse, on voulait pas provoquer. Tout ça, c'est lié justement à cette culture d'entreprise nouvelle. Quand on voit aujourd'hui dans les entreprises l'approche EDI, équité, diversité, inclusion, qui consiste à infliger aux employés des ateliers pour les amener à renoncer à leurs privilèges blancs, à rompre avec la logique du racisme systémique, c'est transformer le lieu de travail en camp de rééducation. Je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je pense qu'il faut à la fois le prendre au sérieux dans son noyau idéologique, l'université, mais dans son instance de normalisation et de banalisation, l'entreprise, aujourd'hui, l'État, le vocabulaire administratif de l'État. Il faut autrement dit se muscler intellectuellement pour savoir ce qu'on a devant soi. Il faut avoir les bonnes lunettes pour analyser la chose. Et ensuite, on mène la bataille. Mais tu fais preuve d'humour aussi, parce que j'ai particulièrement aimé la partie dans ton livre où tu parles de la fragilité mentale du woke. C'est drôle, ça. Oui. À un moment donné, il faut voir le genre de concept qu'on nous propose. Et on est quand même devant des gens qui peuvent... Il y a tout le vocabulaire du trauma. Il y a tout le vocabulaire du trauma. Apparemment, il y a des traumas partout aujourd'hui. J'ai entendu le mot femme, la dualité homme-femme. Je suis traumatisé. J'ai entendu le titre Nègre blanc d'Amérique. Je ne m'en suis toujours pas remis. Mais si vraiment le simple fait d'entendre un titre de livre, vous ne vous en êtes pas remis, mes amis, il serait peut-être temps de faire une autocritique, comme disaient les marxistes. Il serait peut-être temps de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez à ce point traumatisé par la simple existence de gens qui ne pensent pas comme vous et qui prononcent des mots que vous accueillez à la manière de paroles religieuses capables de vous vous pousser vers l'effondrement. Donc moi, j'essaie de voir ça. Donc oui, la fragilité mentale du woke, je me moque quelquefois, parce que quelquefois, ces gens-là méritent quand même qu'on s'en moque peu. Donc je ne m'inclut pas quelquefois quelques sourires en coin, mais je n'oublie
j'oublie quand même pas de les prendre au sérieux parce qu'ils sont terriblement sérieux. Écoute, dans ton livre, tu parles de Judith Lucier, tu parles de Radio-Canada, tu parles de Stephen Guilbeault, tu parles de Justin Trudeau. Quand tu écris un livre maintenant, parce que tu fais partie maintenant de la famille française aussi, tu es un intellectuel français et tu sais que tu vas être lu autant par les Français que par les Québécois. Tu dois prendre ça en considération, quoi? Est-ce que tu dis, je vais mettre un peu moins de Québec parce que dans mon livre, parce que quand même le livre va sortir en France et comment tu vois ça? Non, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je considère le Québec, c'est mon ancrage dans le monde. Le Québec, pour moi, c'est pas une société optionnelle. Pour moi, c'est pas une société plutôt qu'une autre. C'est ici, à partir d'ici, que je me projette dans le monde. Donc, le Québec, pour moi, c'est pas une expérience à refouler, à dissimuler, à cacher, comme si elle n'était pas assez intéressante. Elle est pertinente en elle-même. Je pense même qu'elle a une pertinence aujourd'hui pour les Européens. Faut pas se tromper. Ce qui se passe au Québec, on est le point de contact, le point de frontière. On est un des terrains de bataille de tout ce qui se passe. D'un côté, on résiste à ce discours-là, mais on le subit. Je pense que ce qui arrive chez nous, ça intéresse, je le constate, ça intéresse les Européens qui disent « Ah oui, vous êtes rendus jusque-là. » Et là, on peut les mettre en garde en disant « Regardez jusqu'où on est rendu, regardez plus encore le Canada de Trudeau, regardez ce qui se passe dans les campus. » Puis moi, quant à moi, le Québec n'est pas une société optionnelle. Le Québec, c'est ma patrie, c'est mon pays. Et moi, je n'ai jamais honte de méditer sur ce que je pense qu'il y a d'universel en plus dans la condition québécoise. Je propose à partir d'une réflexion qui touche au Québec, mais tu noteras dans le livre, les exemples viennent de Grande-Bretagne, d'Écosse, de France, des États-Unis, du Canada anglais, pléonasme. Je m'intéresse à tous ces exemples-là. Mais c'est vrai qu'ici, c'est vrai que si on est au front, on est un peu comme le canari dans la mine, là. On va leur permettre de voir ce qui va s'en venir chez eux. Et en terminant, bien sûr, Mathieu Bock-Côté étant toujours Mathieu Bock-Côté, à la fin, tu ramènes ça à la nation, tu parles de la nation. Tu pourrais écrire un livre sur les gâteaux aux carottes et ça finirait par une défense de la nation. Tu finis toujours par ramener ton thème fétiche, oui, donc c'est dans ton livre. Mais tu comprends pourquoi? Parce que là, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez le choix, soit le choix entre l'universel désincarné, ou qui a ses limites, c'est moins qu'on peut dire, ou la race. Et moi, je dis un instant, non. C'est pas vrai. Je veux dire, la culture, c'est qu'est-ce qu'il y a de beau avec une culture? Moi, je peux pas devenir noir demain. Puis un noir peut pas devenir blanc. Mais on peut tous les deux être québécois. Ils peuvent tous les deux être français. Ils peuvent tous les deux être américains. Eh bien, moi, je crois que là-dessus, si la nation, on y revient, oui, elle est un peu ringarde, c'est un peu vieille. Mais non, mais la nation, c'est la communauté politique qui permet de conjuguer l'enracinement et le cosmopolitisme, le particulier et l'universel. Alors, je pense qu'on doit s'appuyer sur elle, on doit s'appuyer sur nos cultures, on doit s'appuyer sur nos identités historiques, parce que c'est à partir de ça qu'on va être capable de tenir tête à la révolution racialiste, je le crois. Et par ailleurs, il se trouve qu'en Amérique, notre petite nation résiste. J'ajoute une dernière chose, si tu me le permets. Pense au 20e siècle, quand on a résisté au communisme et plus largement au totalitarisme. Solzhenitsyn s'est appuyé sur l'orthodoxie, c'est un russe, et sur le patriotisme russe. De Gaulle sur le patriotisme français. Churchill sur le patriotisme britannique. Eh bien, manifestement, quand vient le temps de défendre la liberté, de défendre les libertés, de défendre la démocratie, la nation est le pilier, le socle qui permet de donner des ressources morales, même spirituelles, s'il le faut, pour mener cette bataille. De ce point de vue, je crois qu'il fallait rappeler son importance. Et en terminant, tu dis, il faut résister à la guerre des races, parce que c'est ce que tu dis, c'est un livre vraiment, c'est un des premiers livres, là, sinon le premier, à vraiment faire le point sur ce mouvement-là et à le prendre au sérieux parce qu'il est inquiétant. Écoute, un super livre, je suis sûr que ça va devenir un best-seller. Merci beaucoup et écoute, bonnes entrevues en France. Très hâte de te revoir en présentiel au Québec. Merci.